Philippe de Villiers, cette année 2026 a commencé avec une intervention qui fera date dans l'histoire. L'histoire avec un grand H, celle de l'arrestation éclair de Nicolás Maduro par l'armée américaine à Caracas, au Venezuela, suivi de son transfert aux États-Unis. Et cette image de Nicolás Maduro dans un convoi américain, un convoi militaire, fait le tour du monde, bien évidemment. La question qu'on peut se poser, puisqu'il sera jugé aux États-Unis pour narcoterrorisme et crimes contre l'humanité, est-ce que l'Amérique de Donald Trump, Philippe de Villiers, a eu raison d'interpeller Nicolás Maduro? Oui. Pourquoi? Elisabeth Burgos, qui est une historienne vénézuélienne, qui a été, je crois, l'épouse de Régis Debray, qui était un homme d'une grande puissance intellectuelle. Elle a écrit un papier dans le Figaro que j'ai trouvé excellent, en disant, ben voilà, on parle de souveraineté. C'est quoi la souveraineté? C'est la souveraineté du peuple. Là, on est devant un gouvernement Maduro qui n'est pas un gouvernement légal. Tout est truqué. Ce sont des imposteurs. Ce sont des mercenaires qui ont mis en coupe réglé un narco-État. Mais allons plus loin. Ceux qui parlent du droit international ne connaissent pas le droit international, pour beaucoup d'entre eux, les hommes politiques français. Pourquoi? Parce que dans le droit international, il y a deux registres. Il y a le registre interétatique, on n'est pas dans ce cas-là. Il y a un deuxième registre, c'est le registre du droit pénal international. Le droit pénal international, c'est quand on est en face d'un crime international, à portée internationale. Et dans ce cas-là, pardon du mot un peu complexe, il y a l'irrélévance de la qualité officielle. C'est-à-dire que la fonction de celui qui est poursuivi ou mis en accusation, ciblé, n'est pas une fonction protectrice. C'est la jurisprudence de Nuremberg, en fait. On peut prendre des exemples, vous les connaissez. En 1960, la doctrine, enfin l'affaire Eichmann, quand Eichmann est extrait d'Argentine pour être soumis à un juge, personne ne dit rien. C'est la jurisprudence Nuremberg. Quand Klaus Barbie est extrait de Bolivie, personne ne dit rien. Quand Pinochet est extrait de Londres pour être jugé, personne ne dit rien. Et je vais aller plus loin. Si on avait pu kidnapper Hitler en 1938, ça aurait été une bonne chose, non? Ah, c'est illégal au regard du droit international, d'accord, mais quand il s'agit d'une guerre préventive et d'une guerre de légitime défense, et pourquoi je vous dis ça? Parce que dans le même temps, là, vous avez vu ce qui s'est passé à Marseille avec la boutique Orange, là. Vous avez vu? Bon, on parle du narcotrafic en France. Tous les hommes politiques disent, oh là là, narcotrafic, comment on va s'en sortir, etc. Mais là, on a affaire à un narcotrafiquant de haut vol. Non pas que le Venezuela soit une terre de fabrication de cocaïne, mais c'est par la côte vénézuélienne que tout part pour l'Europe, pour arriver au port du Havre, au port de Rotterdam, au port d'Anvers. Donc, tous ceux qui sont contre le narcotrafic devraient se réjouir qu'il y ait au moins un État qui dise « ça suffit le narcotrafic ». Et il faut couper la source. Voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle je pense que cette opération est légitime. Pardonnez-moi, mais il me vient quelque chose à l'esprit. Quand je vois les hommes politiques français qui disent la Charte des Nations Unies, il faut, pour le Venezuela, pour l'Ukraine, pour le Groenland, respecter la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire, il détaille, c'est-à-dire la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'inviolabilité des frontières. C'est formidable parce qu'on appelle à faire pour les autres ce qu'on est incapable de faire pour soi-même. La souveraineté, on l'a transférée, on le voit avec le Mercosur. L'intégrité territoriale, on l'a vidée d'elle-même, on l'a vidée de sa substance économique, industrielle, agricole. Et quant à l'inviolabilité des frontières, on accepte l'immigration invasive tous les jours.
il n'y a plus de frontières. Donc c'est extraordinaire de voir les hommes politiques qui réclament pour les autres ce qu'ils se savent incapables de faire pour eux-mêmes. Et pensez-vous qu'avec cette affaire, nous sommes à la veille ou au moment d'un point de bascule de la grande histoire? Oui, je pense que le coup de main de Caracas est un coup d'accélérateur. Mais c'était commencé avant, mais on ne l'avait pas vu. En fait, il y a eu deux temps successifs dans l'histoire des relations internationales, du droit international et de l'équilibre des nations. Je me souviens très bien, le 9 novembre 1989, en regardant Rostropovitch qui jouait du violoncelle, et je voyais les hommes politiques émus qui accouraient et qui répétaient « Nous allons toucher les dividendes de la paix ». Un nouvel ordre mondial se met en place. C'est la paix perpétuelle par le doux commerce. Il se précipitait sur Fukuyama, c'est la fin de l'histoire. En fait, il pensait que la paix perpétuelle allait s'établir sur 3 éléments. D'abord, le libre-échangisme avec les chaînes de valeur globale qui allaient créer des liens inextricables interdisant la guerre. Ensuite, le multiculturalisme qui allait créer un monde unifié, interculturel, multiculturel, chassant les identités récalcitrantes et les rendant inutiles. Et troisièmement, le multilatéralisme, c'est-à-dire l'idée d'un état de droit international qui allait gérer les conflits à la place des nations elles-mêmes. Donc plus de nations, plus de frontières. En fait, un monde unifié, les continents unifiés par l'échange généralisé. Ça a marché, mais pas très longtemps, parce qu'on arrive à la 2e étape, au 2e temps. Et ce temps, on est en train de le vivre. Tout est chamboulé. Et qu'est-ce qu'on est en train de vivre? 4 phénomènes nouveaux qui changent la donne. Premier phénomène nouveau, le retour des États-puissances, le retour des logiques de puissance, le retour à un ordre néo-westphalien pour parler comme Kissinger. C'est-à-dire, en fait, les Américains voudraient reprendre le gros bâton de Theodore Roosevelt pour régler le problème de l'Amérique. Les Turcs rêvent de l'Empire ottoman. Les Iraniens rêvent de l'Empire perse. Et les Russes rêvent de l'accès aux mers chaudes. Deuxième phénomène nouveau, c'est le partage du monde en zones d'influence, avec 3 zones d'influence qui mutualisent le droit de veiller sur leurs étrangers proches. C'est-à-dire qu'il y a la doctrine Monroe pour l'Amérique, l'hémisphère occidental, comme dit Trump. Il y a la doctrine Catherine II pour Poutine, qui a ses mérites, puisque la Crimée était russe, du temps de Catherine II. Et puis il y a, pour la Chine, Taïwan, avec évidemment le risque de calfeutrer les semi-conducteurs, dont l'Occident a un grand besoin. 3 zones d'influence, avec qui poussent derrière les BRICS, le Sud global, qui prend sa revanche sur le traité de 1494, traité de Tordesillas, qui avait partagé le monde par un méridien entre les Portugais et les Espagnols. Donc c'est la grande revanche du Sud global qui aspire à un nouvel ordre mondial post-occidental. Troisième phénomène nouveau, d'une importance incroyable, c'est l'effondrement du système institutionnel. L'ONU, la CPI, l'OMC, l'OMS, etc. Ça c'est fini. Ce sont des institutions qui n'ont plus de portée. Elles ne sont plus obéies, elles ne sont plus écoutées. Et puis le 4e phénomène, il nous intéresse directement, c'est le trou noir de l'Europe. Pourquoi? C'est très important ce que je vais vous dire. Parce que l'Europe a été conçue, vous savez,
Barroso, le fameux commissaire Barroso, disait l'Europe, c'est une sorte d'empire non impérial. Bravo, effectivement. Elle a été conçue, l'Europe, non pas à partir d'une ambition à la puissance, mais à partir d'une règle, la concurrence libre et non faussée. Et ça change tout. Pourquoi? Parce qu'elle a été dessinée comme un corpus juridique, comme un ensemble post-politique, post-territorial, post-national, post-historique même, sans être gouverné par les États et avec un fédérateur extérieur à l'Amérique. Eh bien, l'Europe est en train de payer cette erreur de conception. Elle est balayée, soufflée par l'histoire. Et j'ajoute, pour conclure, que la seule manière pour nous d'échapper à la prédation du monde qui vient, c'est le retour au souverainisme, c'est le retour à la souveraineté, c'est le retour à l'identité, c'est le retour à la nation. Et je repense en cet instant, en vous disant ça, à un mot de Charles Pasqua, en 1999, qui me disait en me tapant sur le genou, tu sais, Philippe, ce qu'une nation ne fait pas pour elle-même, personne ne le fera jamais à sa place. La nation, la souveraineté ou la mort. Philippe de Villiers, parlons de la guerre à présent. Le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique Keir Starmer et le président ukrainien Volodymyr Zelensky ont signé mardi une déclaration d'intention sur le déploiement d'une force multinationale après un cessez-le-feu en Ukraine. Perspective qui pour l'instant reste lointaine. Plusieurs milliers de soldats français pourraient être déployés pour maintenir la paix en Ukraine après la signature d'un cessez-le-feu avec la Russie dans le cadre du déploiement de cette force multinationale, force de réassurance, c'était la formule employée si je ne m'abuse, de la coalition des volontaires. Écoutez Emmanuel Macron, c'était cette semaine. Et donc nous avons planifié sur la base d'un format d'armée volontariste, 800 000 hommes, les entraînements, les capacités et l'ensemble des moyens pour que cette armée puisse dissuader toute nouvelle agression. Troisièmement, de poursuivre nos préparatifs pour la mise en place d'une force multinationale dans les airs, les mers, sur le sol, pour apporter une forme de réassurance le jour d'après le cessez-le-feu et loin de la ligne de contact. Geoffroy Lejeune. Philippe, que pensez-vous de la décision d'Emmanuel Macron d'envoyer des soldats français en Ukraine après le cessez-le-feu? C'est une folie. D'ailleurs, ils sont que deux, hein. Être un peu fou. Les autres, comme disait ma mère, quand on était à Saint-Malo, sur la plage du Val à Roténeuf, ils font trempette. Donc ils sont là, ils sont 35, vous avez vu. Mais il n'y en a que deux hein, qui disent on va envoyer des soldats sous les ordres du général, de l'amiral Mandon, le célèbre Mandon, pour envoyer nos enfants se faire tuer en Ukraine. Alors pourquoi c'est une folie? On le sent bien d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont... Il y a quelqu'un qui l'a dit chez Sonia Mabrouk hier matin, qui était brillantissime, c'est Pierre Lelouch. Alors, d'abord, il a dit une chose qui est drôle. Enfin, qui est drôle, non, qui n'est pas drôle, mais c'est paradoxal. C'est-à-dire que, en fait, on est incapable de faire un cessez-le-feu en France le 31 décembre. On a 1200 voitures qui brûlent. Par contre, on prétend aller mettre le cessez-le-feu et des troupes pour le garantir en Ukraine. C'est-à-dire, on pourrait faire, loin de chez soi, ce qu'on n'est pas capable de faire chez soi. Quand un homme politique vous dit ça, il ne faut pas le croire. Hein. Mais allons au fond des choses. En fait, on a l'impression qu'il veut prolonger la guerre. Il en a besoin de cette guerre. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'y a que par la peur qu'il peut rattraper le peuple français. Et puis derrière, il y a von der Leyen. Et derrière, il y a un emprunt de 90 milliards. C'est très grave. Pourquoi? Parce que c'est le processus hamiltonien du nom de ce secrétaire d'État américain qui a favorisé la fédéralisation de l'Amérique en reprenant les dettes des États fédérés. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Un emprunt, comme ils ont fait pour le vaccin, un emprunt fédéral pour pouvoir déclencher une guerre. Ils ont besoin d'une guerre. Von der Leyen, c'est une vision bismarckienne. Il avait fait ça, Sarajevo, Bismarck. La guerre pour faire l'unité allemande. Et là, pour faire l'unité européenne, ils ont besoin de la guerre.
Van der Leyen et Macron. Donc la peur et la fédéralisation de l'Europe. Et en même temps, on va faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne. Alors là, c'est la mort. Mais je voudrais ajouter quelque chose. J'ai une pensée en cet instant pour un officier français que je connais, un ancien SIRAR, remarquable, officier parachutiste, il s'appelle Xavier Moreau. Il est interdit de chéquier, interdit de sortir de chez lui. Il ne peut pas venir en France, il est français, il est en Russie. Tout ça parce qu'il a dit des choses qui ne plaisaient pas à la Commission de Bruxelles et au Conseil européen. Et il est sanctionné. C'est le premier citoyen européen qui est sanctionné pour délit d'opinion. Et personne ne dit rien. En d'autres termes, l'Union européenne, qui veut nous entraîner dans la guerre, loin de chez nous, à l'extérieur de l'Europe, une guerre entre deux peuples slaves, où nous n'avons rien à faire, cette Union européenne, elle inflige maintenant des sanctions pour délit d'opinion à des officiers français, à des Français qui n'ont plus le droit de rentrer chez eux. C'est gravissime. Et j'en appelle à tous les Français qui nous regardent pour leur dire n'acceptez pas cette guerre absurde et n'acceptez pas l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, parce que là, pour nous, c'est la fin. Pourquoi dites-vous cela? Vous avez même employé cette formule, c'est la mort. C'est évidemment au sens figuré, mais quelles seraient les conséquences de cette entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne? Ah ben, demandez aux paysans. Ils vous répondront mieux que moi. Parce qu'en fait, d'abord, l'Ukraine, c'est un pays corrompu. L'Ukraine a une étendue qui lui permet d'avoir une production et même une surproduction dans un certain nombre de domaines qui nous concernent, nous. Et donc, c'est un Mercosur puissance 10, quoi, en gros. Voilà. Et donc, vous savez qu'actuellement, aujourd'hui, je réponds à votre question directement par un exemple. Un poulet sur 2 en France n'est pas français. Beaucoup de poulets viennent d'Ukraine. Et alors, dans des conditions d'élevage, vous voulez, je peux détailler. Hein. Bon, le poulet au chlore, etc., le hors-sol, concentrationnaire, etc. 60% de nos légumes viennent de l'extérieur, 40% de nos fruits, on peut continuer comme ça, si vous voulez. Voilà. Et donc, en fait, on est en train d'aliéner nos richesses pour faire plaisir à M. Macron. Voilà. Et personne n'a fait l'addition de ce qu'on donne à l'Ukraine, sans qu'il y ait d'intervention du Parlement. On a donné des milliards, certains parlent de 40 milliards, 60 milliards. Et là qu'est-ce que nous dit Trump? Il dit « Ah, les enfants !» puisqu'on l'appelle papa, il dit les enfants. Bon. Marc Rutte dit papa, daddy, ouais, le daddy. Bon. Le daddy, il nous dit, les enfants, vous voulez vous occuper de l'Ukraine? Ah, attendez, on va d'abord, nous, faire la paix avec Poutine, parce que c'est quand même une affaire sérieuse, et ensuite, si vous voulez, on vous confiera la reconstruction. 800 milliards.